Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il ne sera toujours pas question de Tenet. Et non, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de l'enfant terrible du cinéma français, Lux Aeterna de Gaspard Noé. Alors Gaspard Noé, à mon sens, c'est l'un des rares cinéastes qui soit réellement subversif aujourd'hui en France. Et c'est un cinéaste qui est pris à son propre piège, puisque sa volonté de choquer a tendance à éloigner les spectateurs de la beauté de son cinéma. Je m'explique. Par exemple, dans Love, quand il montre une éjaculation en gros plan et en 3D, cela détourne les spectateurs du vrai message du film, puisque c'est un film Love qui parle d'amour et de couple et non pas de sexe, comme on pourrait le croire. Autre exemple, dans Irréversible, lorsqu'il filme Monica Bellucci en plan séquence en train d'être violée, on ne se rappelle que de ce passage du film, alors que c'est un film qui ne parle pas de viol, mais qui parle du temps qui passe et de la façon dont le temps détruit ce qui est beau dans nos vies. Et le projet du film en lui-même est à la base totalement hybride, puisque Lux Aeterna est initialement une commande de la part de la maison de haute couture Yves Saint Laurent, qui a décidé de laisser carte blanche à plusieurs artistes pour mettre en valeur la marque, avec pour seule obligation le fait d'employer des égéries de la maison et de mettre en avant bien sûr les vêtements de haute couture de la marque Yves Saint Laurent. Lux Aeterna n'est donc ni une publicité, ni un long métrage, c'est un moyen métrage de 50 minutes, donc produit par la maison Yves Saint Laurent, donc par une marque de luxe. Il n'était même pas prévu d'ailleurs que le film sorte sur grand écran, sorte dans les salles de cinéma. À la base, il avait été projeté en séance unique à la séance de minuit lors du Festival de Cannes en 2019. Alors, pour la petite histoire, je n'avais pas pu aller voir cette séance, etc., qui était donc à minuit, comme on l'indique, la séance de minuit, c'est logique. Mais le lendemain, par contre, donc j'étais sur le Festival de Cannes et j'avais croisé Gaspard Noé tout seul dans les rues. Je l'avais vraiment croisé à même pas 1 mètre de moi. Il faut savoir que lorsqu'on vient en tant que journaliste sur le Festival de Cannes, on est soumis à un rythme qui est vraiment très fatigant, un rythme effréné. On enchaîne les interviews, on enchaîne les projections, on se lève tôt, on se couche tard, et donc j'étais fatiguée. Et au moment où j'ai croisé Gaspard Noé, je me suis dit, il a meilleure mine que moi, il a l'air moins fatigué que moi. Et quand Gaspard Noé a l'air moins fatigué que vous, c'est vraiment que vous avez du sommeil à rattraper. Lux Aeterna est séparé en 3 parties. Une première partie assez rock'n'roll et assez drôle qui prend la forme d'un dialogue entre Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg qui jouent chacune leur propre rôle. Une seconde partie qui se déroule sur le tournage d'un film, un tournage dans lequel absolument rien ne va. Donc c'est une mise en abîme totale et en fait un petit peu comme dans Climax, le précédent film de Gaspard Noé comme ça capture des bribes de conversation et par pure misanthropie, se sert de ces bribes de conversation pour montrer un petit peu tout ce qu'il y a de plus mauvais, de plus méchant dans l'être humain et s'en moquer. Et le côté méta du film est à ce moment-là très poussé puisque presque tous les acteurs jouent leur propre rôle et donc se moquent d'eux-mêmes et de leur image. Il y a une dernière séquence dont je vous parlerai tout à l'heure un petit peu plus en détail qui, comme dans Enter the Void, prend l'apparence d'un crescendo extrêmement lumineux et extrêmement halluciné composé de lumière stroboscopique. L'intérêt principal de Lux Aeterna, c'est avant tout la première partie du film, donc ce face-à-face entre Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg qui ouvre le film, qui est une séquence de 12 minutes au cours de laquelle elles improvisent totalement un dialogue autour de la sorcellerie et de leur carrière respective au cinéma. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au Moyen-Âge, les femmes que l'on accusait de sorcellerie étaient en réalité des femmes qui vivaient en marge de la société. C'était souvent des femmes qui n'étaient pas mariées, qui étaient célibataires et qui donc attisaient le désir des hommes et en même temps une certaine méfiance. Et Béatrice Dalle fait totalement figure de sorcière moderne dans le cinéma français, tant elle est à la fois iconique et en marge du système du cinéma français. C'est quelqu'un, donc c'est une comédienne qui s'est fait connaître, qui a littéralement explosé grâce au film 37.2 le matin. Elle est devenue très vite une espèce d'icône extrêmement sexualisée, alors que c'était à l'époque quelqu'un qui venait du milieu punk et qui ne l'a jamais vraiment quitté. Et par la suite, au cours de sa longue carrière, puisqu'elle a aujourd'hui 55 ans et qu'elle a commencé très jeune, elle a toujours fait des choix de films très audacieux. Elle est toujours restée dans le cinéma indépendant et malheureusement
malheureusement, eh bien, le grand public a tendance à davantage se rappeler de ses relations amoureuses sulfureuses et tumultueuses et de ses excès plutôt que de ses choix artistiques, ce qui est à mon sens un petit peu dommage. Béatrice Dalle, donc en sorte, c'est quelqu'un que l'on pourrait qualifier de monstre sacré du cinéma, même si cette expression est souvent destinée à des hommes. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage, je ne vois pas pourquoi. Et à ses côtés, eh bien donc, Charlotte Gainsbourg a une image moins trash, mais finalement assez punk également, puisque la carrière cinématographique de Charlotte Gainsbourg a pris un véritable virage punk, avec notamment sa collaboration, ses multiples collaborations avec Lars von Trier, notamment les films Nymphomaniac 1 et 2, dans lesquels elle jouait eh bien, une nymphomane qui dévorait littéralement, sexuellement les hommes, et également bien sûr dans le film Antéchrist. Antéchrist qui parlait de sorcellerie moderne et qui parlait eh bien, du monstre et de la sorcière qui sommeille en chaque femme. Alors, faut-il aller voir Lux Aeterna ou pas? En tout cas, comme je vous le disais au début, ce n'est clairement pas le film qui va réconcilier le grand public et même le public tout court avec Gaspard Noé. Je pense que c'est clairement un film qui va diviser tout le monde, le public et la critique. En tout cas, il m'a semblé que c'était le film dans lequel eh bien, Gaspard Noé se prenait le moins au sérieux. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est un film dans lequel il rend hommage au cinéma et en même temps dans lequel il se moque du cinéma. Et Lux Aeterna, eh bien, c'est une expérience sensorielle qui est également la plus radicale de sa filmographie. Dans Lux Aeterna, il met le spectateur, il nous met face à notre propre voyeurisme et également face à nos propres limites. Il nous fait plonger dans l'envers du cinéma finalement, ce que chaque spectateur a envie de découvrir. Et en même temps, à la fin du film, eh bien, il nous punit de notre curiosité, de notre voyeurisme, en nous infligeant une séquence finale qui est longue, il me semble, de 10 minutes, il me semble, 10 à 15 minutes peut-être, comme je vous en parlais tout à l'heure, qui est constituée de lumière stroboscopique. Et cette séquence, elle est à la fois difficile à supporter et en même temps, elle est totalement hypnotisante. Au moment où je suis sortie de la salle, à la fin du film, j'ai entendu d'autres spectateurs qui en parlaient entre eux et qui disaient même si j'avais extrêmement mal à la tête, même si j'étais physiquement mal, je n'arrivais plus à détacher mes yeux de l'écran. Ce qui prouve à quel point ces images peuvent être autant difficiles à regarder et en même temps extrêmement fascinantes. Pour ma part, je peux pas vraiment vous dire mon ressenti parce que justement, j'ai détourné à plusieurs reprises mes yeux de l'écran parce que les images accompagnées d'un son qui est extrêmement désagréable à ce moment-là, cette séquence en fait me mettait physiquement assez mal. Et voilà, même si je pense que mourir devant un film français est quelque chose d'assez classe, je n'avais pas envie de mourir aujourd'hui. Mourir peut attendre. Avec cette fin extrêmement radicale, eh bien, Lux Aeterna s'apparente, comme je vous le disais tout à l'heure, à un film que l'on pourrait qualifier d'hybride, à la fois métafilm et film expérimental. C'est un film finalement qui est autant séduisant que difficile à regarder. C'est un film à la fois séduisant et très désagréable. Un film qui finalement, d'une façon générale, vous procure à la fois de la souffrance et du plaisir. Un peu comme le BDSM. Enfin c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, on m'a dit que c'était pareil, quoi. Un ami m'a dit que... Et pour terminer, eh bien, je voulais quand même féliciter l'initiative de sortir ce moyen-métrage en salle parce qu'il y a peu ou pas de place justement dans nos salles pour le format moyen-métrage. Le mois dernier, j'ai pu découvrir le film Blood Machine de Seth Ickerman, qui est également un moyen-métrage et qui a bénéficié d'une petite sortie dans les salles parisiennes. Et je trouve que c'est vraiment une initiative qu'il faut saluer, car le moyen-métrage est un format qui est extrêmement intéressant. En tout cas, pour Lux Aeterna, le format moyen-métrage, le format du moyen-métrage est totalement justifié. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre les lumières stroboscopiques et pour ou contre le BDSM en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. C'est totalement... Je vais vous parler... Pas du tout. Bim, bam, boum. En 30 secondes d'ouverture, j'ai calé les mots viol, subversif, éjaculation. Qu'est-ce qu'il y a ?